Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là, nombreux et nombreuses, pour écouter Maria Francesca Bocchi, que nous recevons aujourd'hui pour notre 3e séance du séminaire Annotation visuelle avancée pour l'histoire de l'art et l'archéologie. Maria Francesca Bocchi est doctorante à l'Université de Bologne, plus pour longtemps puisqu'elle vient de rendre sa thèse et nous la félicitons très chaleureusement parce que beaucoup d'entre nous ici savent à quel point la finalisation d'une thèse est une dure épreuve et c'est d'autant plus sympathique que de venir nous parler juste après quelque chose qui est quand même une épreuve épuisante. Donc toutes nos félicitations. La thèse de Maria Francesca s'intitule, alors je vais le traduire en français, déploiement de l'intermédialité, une approche du web sémantique pour l'intégration du texte et de l'image par la notation. Et on le constate au titre de la thèse qu'on a hâte de lire. Nous sommes bien dans le cœur du sujet de ce cycle de séminaires. Et Maria Francesca réfléchit précisément à la façon dont l'annotation scientifique peut permettre d'enrichir sémantiquement des ressources visuelles et permet d'articuler des processus d'interprétation. Dans sa thèse et dans sa communication d'aujourd'hui, elle va réfléchir spécifiquement au phénomène de l'exphrasis, c'est-à-dire de la description par les mots d'une œuvre d'art. Et comment on peut traduire ce texte en annotations qui font corps avec les images. Elle développe, en s'appuyant sur les technologies du web, une proposition de modélisation de ces liens dans les environnements numériques. Et je dois encore dire que nous sommes très heureux à l'INHA et particulièrement les collègues du service numérique de la recherche de recevoir aujourd'hui Francesca Maria car cela est l'occasion pour eux de prendre connaissance du chemin parcouru ces derniers mois dans sa recherche, car elle avait été accueillie il y a un an tout pile, durant le printemps, comme doctorante invitée dans le cadre d'un programme merveilleux qui est Erasmus+, et que nous apprécions tout particulièrement. L'idée même de ce cycle de séminaires que vous suivez cette année est née en partie des discussions qui ont eu lieu entre Maria Francesca et Federico et tout le reste de l'équipe. Et donc ça a d'autant plus de sens de la recevoir. Et je lui laisse la parole pour une petite heure suivie des questions. Merci, merci Johanna, merci beaucoup pour cette présentation que c'est vraiment gros pour moi, mais je suis très ravie d'être ici et je m'excuse en avance pour mon français et j'espère d'être claire. Si moi je ne vais pas être claire, je vous prie de m'interrompre et me demander toutes les choses que vous voulez. Et oui, aujourd'hui, je vais présenter mon travail sur la notation que j'ai fait pour ma thèse de doctorat. Et je suis doctorant dans l'université de Bologne et en humanité numérique, mais ma formation c'est en histoire de l'art, donc c'est pour ça que j'ai choisi un sujet que c'est l'exphrasis, que c'est à la moitié de l'histoire de l'art et aussi de les rapports avec la littérature et l'intermédialité. Et je crois que ça c'est important aujourd'hui de parler beaucoup des rapports entre le texte et les images, parce que nous souvent entendons parler de technologies multimodaux et donc avec l'IA, avec donc les rapports texte-image, mais aujourd'hui je ne vais pas parler d'annotation faite par IA, en effet, mais fait par l'être humain et les chercheurs et les chercheuses. Ouais, ça. Et donc voilà, le plan c'est de faire une petite introduction et puis de faire un gros cadre théorique sur l'exphrasis. Mais nous sommes dans l'Institut d'histoire de l'art, donc je crois que vous savez beaucoup plus que moi de l'exphrasis, mais bon, c'est important de parler un peu de ça aussi et sur la notation surtout.
Et puis, je vais parler un peu de l'étude de cas que j'ai choisi pour ma thèse et pour faire les modèles que je vais vous présenter après. Et c'est un modèle entendu comme un modèle pour les web sémantiques, donc pour exploiter les technologies numériques pour faire comprendre à la machine et à l'être humain la structuration des données qu'on va utiliser dans ce cas les données de l'image et les données de le texte. Et donc je vais parler un peu des résultats et des conclusions qui sont un peu de future work. Donc le travail futur sur la recherche en cours. Et donc, voilà, la numérisation du patrimoine culturel a changé la façon dont on fait de la recherche en histoire de l'art. En histoire de l'art, en ce cas, mais dans toutes les humanités. Et grâce à des standards comme le 3IF, que je crois vous connaissez, mais je vais parler après de ça un peu plus en détail, on ne fait plus seulement de regarder des images, mais on va les réutiliser, comparer et annoter de façon interopérable. Donc ce qui m'intéresse, c'est que les processus d'interprétation peuvent maintenant se faire directement dans l'environnement numérique. Et le facsimile numérique n'est pas une simple copie de l'objet physique, c'est un objet à part qui permet de nouvelles formes d'analyse. Donc les numériques, on travaille avec des formats différents. En ce cas, l'image et les textes qui pour une machine sont la même chose, sont des pixels, sont des bits. Et donc, comment faire comprendre la machine les choses qu'on voulait faire sur cette ressource et le sens de les données. Et parmi les phénomènes complexes qu'on peut étudier grâce à l'application le numérique, il y a l'ekphasis, qui c'est un phénomène structuré qui part de l'environnement analogique, mais il se trouve un autre environnement très fertile dedans le numérique. Et donc, mes questions de recherche en général sont comment le numérique permet d'étudier les images du patrimoine culturel et comment pour relier le texte et les images tout en gardant une trace formelle de l'interprétation du chercheur. Mais plus en détail, j'avoue trois questions de recherche pendant ma thèse et aujourd'hui je vous vais montrer. La première, comment utiliser les web sémantiques pour modéliser les relations entre texte et image, c'est-à-dire en ce cas l'ekphasis. Et deuxième question, comment la notation numérique peut servir de pont entre l'interprétation du chercheur et les données formelles. Donc l'idée, c'est que la notation n'est pas un simple étiquetage, mais c'est un acte d'interprétation. Et la troisième question, comment enrichir les descriptions des objets dans les bibliothèques numériques en y intégrant des analyses des chercheurs et comment créer un cycle où les données de recherche améliorent les objets numériques des institutions culturelles. Et ça, je voulais dire que c'était une partie très importante que j'ai appris ici à l'INHA, le service numérique de la recherche, qui a déjà commencé à réfléchir sur l'intégration de cette donnée structurée par les manifestes éditoriaux, par exemple, ou le cas de Provisum. Et donc, derrière ces questions, il y a
3 objectifs concrets. Donc, d'abord, créer un modèle formal, une ontologie, pour décrire les liens entre texte et l'image. Ensuite, utiliser la notation comme véhicule pour les interprétations savantes. Et enfin, enrichir les facsimiles numériques avec des données structurées. Donc, pour arriver à les cadres théoriques, qu'est-ce qu'est l'ekphasis? L'ekphasis, c'est été défini comme une description verbale d'une œuvre d'art visuel. Dans la forme classique, c'est un genre littéraire qui utilise des techniques rhétoriques précises pour créer un effet de présence. Donc, les textes doivent faire voir l'image au lecteur. Et c'est pour ça que l'auteur utilise des stratégies rhétoriques qui sont retraçables et analysables. Donc, le point important, c'est que l'ekphasis crée un lien structurel entre le texte et l'image. Et c'est ça, c'est pas une simple copie. C'est une traduction intermédiaire, donc c'est-à-dire un passage actif d'un média à l'autre de l'image vers la discours. Donc, on peut dire que l'ekphasis a 3 caractéristiques principales. Premier point, l'objet de la description. Donc, il y a 2 cas. On peut avoir l'ekphasis mimétique quand l'œuvre d'art existe et on peut l'identifier. Et l'autre cas, c'est le cas de l'ekphasis notionnelle quand l'image est absente, perdue ou inventée. En ce cas-là, on peut visualiser l'image, mais on ne peut pas la retracer dans le monde réel. Et, par exemple, la description du bouclier d'Achille chez Homère est une ekphasis notionnelle et c'est, je crois, la plus connue. Le deuxième point concerne la subjectivité du regard. Donc, l'ekphasis montre un point de vue personnel. L'auteur ne décrit pas l'image de façon neutre, il l'interprète, il choisit ce qu'il montre et donc il va choisir, par exemple, s'il y a des choses qu'il veut nous regardons notre attention sur, par exemple, un détail ou un sens symbolique de ce détail. Et le troisième point, c'est les modalités rhétoriques utilisées par l'auteur pour la description de l'objet visuel. Donc, Michele Cometa, il a fait tout en théorie de l'ekphasis. Il a créé une taxonomie pour décrire cette modalité rhétorique. Et sont des modalités qui servent à orienter la perception du lecteur. Il a défini 3 modalités principales, donc la dénotation, la dynamisation et l'intégration. La dénotation, c'est qui nomme les éléments visuels. Donc, par exemple, ça, c'est là, c'est un ange ou enceinte, ou les objets qui nous font voir au début de l'analyse de l'image. La dynamisation, c'est qui donne un mouvement à l'image statique. Donc, par exemple, l'auteur va décrire l'image comme s'il se mouve en face de notre yeux. Et enfin, l'intégration, c'est ajoute des éléments extérieurs, par exemple, de sens symboliques qui ne sont pas visibles dans l'image, ou par exemple des liens entre autres œuvres d'art qui, par exemple, s'y rassemblent à la description que l'auteur va faire. Et je ferai des exemples après, donc ça sera un peu plus clair, j'espère.
Mais l'ekphrasis, ce n'est pas juste un dispositif utilisé dans l'histoire de l'art. Il existe aussi dans le contexte littéraire. Par exemple, j'avais porté deux exemples. L'exemple pour la littérature, c'est le cabinet d'amateurs par Georges Perec. Il va construire toute la narration en décrivant cet objet visuel qui n'existe pas, mais il le décrit vraiment en détail. Et donc, on peut vraiment imaginer la narration et tous les détails de cette description. Et d'un autre côté, pour l'histoire de l'art, par exemple, dans l'historiographie de Giorgio Vasari, l'ekphrasis a une fonction critique. Et donc, dans la narration de la vie des artistes, il va aussi décrire les œuvres de cet artiste. Et avec des détails, mais il va aussi orienter la perception de l'art qu'il veut que nous va apprendre sur la période historique qu'il va décrire. Et donc, on va aujourd'hui focaliser sur la ekphrasis dans l'histoire de l'art. Et on peut dire que d'abord le modèle antique avec Philostrate et les images, on a déjà les premiers exemples d'ekphrasis. Et donc dans ce texte, les descriptions des tableaux servent à éduquer les regards. On ne sait pas si cette ekphrasis correspond à des œuvres réelles. Mais beaucoup d'artistes pendant la Renaissance, par exemple comme Titien, ont essayé de la reproduire à partir de ces descriptions anciennes. Donc c'était un peu l'envers parce qu'il a fait des descriptions des images et pendant la Renaissance, les artistes ont essayé de les reproduire en envers, donc à partir dans le texte, reproduire l'image. Et ensuite, la tradition biographique, donc comme j'ai déjà dit avec Vasari, mais aussi Malvasia, Bellori, utilise l'ekphrasis comme un outil pour construire des hiérarchies de valeurs entre les artistes. Et enfin, un exemple très important pour l'histoire de l'art, pour entre les connaisseurs, c'est Roberto Longhi qui a vraiment créé un peu un genre d'ekphrasis pour décrire les œuvres en manière qu'il y a un équivalent verbal entre l'œuvre visuelle et le texte qu'il décrit. Mais pour accompagner toute la réflexion dans l'histoire de l'art, j'ai accompagné aussi avec l'étude de l'intermédialité et les visual studies. Donc, on peut, comme j'ai dit au début, on peut considérer l'ekphrasis comme une relation intermédiaire entre un texte et une image. Et Irina Rajewski, elle a beaucoup étudié le phénomène de l'ekphrasis et les relations intermédiaires en général. Et l'idée principale est l'idée de as-if. Donc, elle dit que le média A se comporte comme s'il était le média B. Dans le cas de l'ekphrasis, donc, le texte se comporte comme s'il était le média visuel. Donc, c'est pour ça que... mais le problème, c'est que le texte, c'est pas vraiment le visuel. Il peut juste invoquer ou imiter, générant une illusion d'évocation.
Et donc, ce processus définit précisément la création ekphrastique. Donc, l'auteur décrit une œuvre d'art comme s'il était présent devant les lecteurs en utilisant des modalités rhétoriques pour animer la description d'une image statique. Tout est clair jusqu'ici. Ok. Parce que maintenant, je vais passer à la partie un peu plus, je crois, un peu plus difficile pour moi d'expliquer pour vous, que c'est comprendre l'ekphrasis par la notation. Et donc, au moment où je me suis trouvée devant la constatation que l'ekphrasis, c'est comme, en effet, avec cette structure dyadique des liens entre un texte et une image, c'est comme parler d'une annotation, en effet, parce que l'annotation, c'est quand même un phénomène qui va lier deux objets qui sont strictement en relation avec entre elles. Et donc, on peut dire qu'il y a deux points communs entre l'ekphrasis et la notation. Donc, la structure de l'ekphrasis, qui dit toujours un texte et une image, ressemble à celle d'une annotation. Et l'autre point, c'est la dimension interprétative. L'auteur de l'ekphrasis ne décrit pas l'image de façon passive, mais il l'interprète et son regard laisse des traces dans les textes. Et ces traces sont les indices rhétoriques qui montrent où se crée la relation entre texte et l'image. Repérer ces indices, c'est en effet comme annoter. Donc, c'est rendre visible ce qui est implicite, la relation intermédiaire entre texte et entre l'image. Et donc, annoter l'ekphrasis, c'est formaliser l'interprétation de l'auteur et ouvrir la voie à une analyse systématique. Donc, par la notation qui est un acte interprétatif, on peut retracer le parcours de l'auteur qui a décrit l'image visuelle par la description verbale. Mais c'est quoi la notation? La notation est une activité herméneutique. Comme j'ai dit, c'est un phénomène qui va établir une relation entre deux entités. Et c'était aussi défini comme un scholarly primitive, donc une pratique de base de la recherche. À noter, c'est créer une relation entre deux choses, en reliant un passage des textes ou une image et un autre élément. Et selon Booth, les annotations créent un dialogue entre deux entités à travers un lien explicite. Donc, la notation est trois choses à la fois. Un acte indexical, elle pointe vers quelque chose. Un acte connectif, elle relie deux entités. Et un acte interprétatif, elle montre les regards du chercheur ou les regards de l'auteur qui va lier le texte à l'image. Et c'est composé de trois éléments principaux. Donc, la notance, ça c'est en latin. Donc, annotance, c'est le body de la notation, donc les contenus de la notation. L'annotatum, qui c'est l'objet annoté, au target de la notation, et l'annotateur, qui c'est lui qui annote, donc l'interprète de la notation. Ça, c'est vrai dans l'espace analogique et l'espace numérique, mais l'espace numérique pose des autres questions, notamment quand on va considérer la notation numérique d'image. Parce que quand on note une image numérique, il faut prendre en compte sa double nature.
Manovic il a indiqué que l'image numérique a deux dimensions principales. D'un côté, il y a une couche culturelle, donc ce qu'il représente, donc la narration de l'image, les contenus. Et dans l'autre côté, dans l'espace numérique, la réalité technique de l'image. Donc, comme j'ai dit au début, les pixels des images, et qui ne sont pas vraiment des contenus ou des choses qui ont un sens. Pour l'être humain, mais pour la machine, c'est la même chose. Donc la notation numérique peut être utilisée pour faire un lien entre ces deux dimensions. Et parce que le problème, c'est que les outils actuels restent souvent à la surface. Donc, par exemple, on peut pointer une zone de l'image, donc une zone des coordonnées, des pixels, et attacher un commentaire. Mais ces commentaires restent du texte libre, que c'est pas structuré, que la machine peut pas comprendre. Et aussi les coordonnées, on va indiquer une portion d'image que c'est vraiment a du sens pour l'humain qu'il va annoter, mais n'a pas encore de sens pour la machine. Et donc ça, c'est qu'on appelait le déficit sémantique. Et c'est il manque de la possibilité de dire formellement ce que cette annotation signifie pour la machine. Donc, pour les cas de l'ekphrasis, le lien entre le texte et l'image, en effet, comme j'avais déjà expliqué, c'est pas un simple pointeur entre les deux dimensions du texte et de l'image, mais c'est une interprétation riche qui on peut les transformer grâce à le numérique entre un lien sémantique. Donc, réduire ces liens à une flèche entre deux zones, c'est perdre toute l'interprétation et tout l'essence de la relation intermédiaire. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un autre élément qu'on appelait encore, que c'est cet élément ici, que c'est comme un espèce de target. Mais c'est le target conceptuel de la notation. Donc, comme ça, on peut indiquer quoi l'annotateur, donc l'interprète, il va penser quand il va annoter une image numérique. Et donc, ça, c'est l'autre partie un peu compliquée. Donc, s'il y a des questions, sinon, je passe à... Je vais. Et donc, pour vérifier cette idée dans la pratique, donc cette idée de déficit sémantique et cette idée de l'utilisation de la notation d'images numériques, quand j'étais ici à l'INHA, les services numériques de la recherche, j'ai mené une enquête auprès de 40 historiens de l'art. Et l'enquête avait 3 objectifs: voir comment les chercheurs utilisent les annotations d'images, connaître la méthode et les outils qu'ils utilisent dans la recherche, et mesurer la connaissance des technologies du web sémantique en général pour l'annotation d'images. Et donc, la méthode a combiné des questions fermées et des questions ouvertes, organisées en 4 sections. Donc, j'ai recueilli des informations concernant les données démographiques. Et donc, dans la deuxième section, l'utilisation des images dans leur travail, la notation comme activité d'interprétation et l'expérience avec les outils numériques. Donc, le premier résultat, c'est qu'en effet, la notation est reconnue comme un acte interprétatif. Donc,
voilà, c'est bon pour moi d'avoir un peu des données entre le chercheur qui utilise toujours cet outil et cet outil numérique. Et donc, en même temps, les chercheurs ne percevant pas la rupture entre la notation analogique et la notation numérique. Donc la notation, c'est une pratique stable qui se transpose sur un support à l'autre, mais ce qui change sont les outils, bien sûr, et la modalité de structurer les données pour faire comprendre à la machine les données que le chercheur va produire. Et les actions plus fréquentes des annotations sont identifier des éléments, classer l'information dans les images, enrichir les données. Et voilà, ça c'est juste un petit exemple. Mais on a rencontré aussi des limites et, qui sont... que moi j'ai regroupé en 3. Donc le premier problème, c'est la fragmentation des outils. Donc les chercheurs utilisent des logiciels très variés, notamment les PDF, c'est les plus utilisés pour annoter les images, mais c'est très compliqué, je crois, d'annoter sur les PDF. Et donc les plateformes spécialisées comme Mirador, Recogito qui sont dédiées et ont été créées par la communauté de l'E3IF par exemple, ne sont pas vraiment utilisées et donc ça c'est en limite pour l'interopérabilité des données. Et donc les annotations sont dispersées dans les outils qui ne communiquent pas entre eux. Ensuite, la fragilité du lien entre l'annotation et l'image. Donc, les chercheurs disent qu'il est difficile de garder ces liens quand on passe d'un outil à l'autre. Les annotations restent souvent enfermées dans des formats propriétaires, notamment les PDF, comme j'avais déjà dit. Et enfin, l'absence des standards. En effet, il n'y a pas des absences de standards, mais ça c'est, je crois, en perception des chercheurs qui croient qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de standards. En effet, on va voir après qu'il y a, mais je crois que la communauté ne connaît pas beaucoup les standards, comment utiliser les standards. Et donc, les chercheurs demandent que les institutions qui utilisent les 3IF adoptent aussi des ontologies communes et pour que les métadonnées soient récupérables et réutilisables. Donc, grâce à ce sondage et à ce cadre théorique que j'avais expliqué, je me suis demandé comment utiliser les web sémantiques pour modéliser les patrimoines culturels. En effet, il y a déjà beaucoup des études, des modèles et des ontologies qui sont déjà utilisés dans les patrimoines culturels pour modéliser l'objet des patrimoines culturels. Et donc, aussi dans mon cas, j'ai pensé d'utiliser le web sémantique parce qu'il permet de créer des données structurées, de partager des vocabulaires et de créer des identifiants persistants pour identifier les ressources et donc pour identifier, dans le cas de l'ERPHASIS, identifier les ressources images, les ressources textuelles et les ressources qui sont la notation, qui sont en autre typologie des ressources qui restent séparées pour être réutilisées, comparées et vérifiées entre l'espace des recherches.
Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu informés sur le web sémantique, mais j'ai préparé juste 2 petits slides pour vous montrer comment gérer les données dans le web sémantique. En effet, le web sémantique se base sur les principes que les données sont représentées par des triplets RDF, qui c'est un format pour parler entre l'humain et la machine. Mais les triplets sont l'unité minimale pour parler avec la machine. Et donc, on va, par exemple, représenter la connaissance entre un triplet qui se compose d'un sujet, un prédicat et un objet. Et donc, l'exemple, c'est Vasari, c'est l'auteur de Lévi. Et ça, c'est très simple. Quand on va, par exemple, lier entre elles tous les triplets, on va créer des bases de données très grosses et très compliquées pour représenter des connaissances vraiment plus compliquées. Et en bas, c'est pas vraiment compliqué l'exemple, mais c'est pour faire juste un petit exemple. Dans Vasari, c'est autour de Lévi, et Lévi, c'est par exemple contient des ekphrasis. Et ok. Et, donc, pour lier entre elles toute cette entité et cette sujet, prédicat et objet, on utilise le mécanisme de l'ontologie, qui c'est un modèle conceptuel pour représenter un domaine avec des entités, des relations entre l'entité et des contraintes, par exemple. Donc, les domaines, dans mon cas, c'est le domaine de l'ekphrasis. Donc, on va dire qu'il y aura des entités qui sont des textes, mais des images, qu'il y a des relations entre texte et l'image, et donc on va formaliser cette relation. Enfin, pour expliquer en même temps les êtres humains et à la machine. Et donc, les ontologies les plus utilisées dans le patrimoine culturel sont SIDOC-CRM, c'est une ontologie la plus connue, la plus utilisée pour les patrimoines culturels, et il modélise les événements, les acteurs, les objets, les contextes. Donc, par exemple, à travers le SIDOC-CRM, on peut dire qu'un musée a accueilli des objets, des peintures faites par un certain artiste dans une certaine date, et voilà. Et il y a des autres ontologies. Ça sont les ontologies que j'ai réutilisées dans mon modèle. Mais il y a LRMOO qui c'est lié à SIDOC-CRM, en effet. C'est né dans le contexte bibliographique, donc pour moi c'était important pour modéliser l'objet de le texte que c'est dans l'ekphasis. Et comment ICO, c'est Historical Context Ontology, c'est pour modéliser les actes interprétatifs. Donc, comme j'ai parlé de la notation comme acte interprétatif, ça m'a servi pour modéliser ce type d'entité. Et voilà, à propos pour la provenance des données, et donc pour lier les informations et les activités, l'agent qui vont se connecter avec la notation. Et enfin, ICON, c'est une ontologie pour décrire les couches conceptuelles de l'iconographie. Donc, c'était important pour moi, par exemple, pour lier les modalités rhétoriques avec la représentation de l'iconographie d'une image. Mais je vais expliquer mieux. Donc, en même temps, dans le Semantic Web,
On a les ontologies, mais on a aussi des protocoles pour l'interopérabilité. Donc voilà les 3IF. Je crois que vous les connaissez. Vous avez utilisé un peu, parce que maintenant c'est vraiment très diffusé pour la visualisation et la comparaison et la notation d'images. Et l'unité principale de les 3IF, c'est le manifeste, que c'est un conteneur qui regroupe l'image, les métadonnées et les annotations en même temps. Et devient vraiment un objet qu'on peut transporter dans l'ambiance numérique. Et le canvas, c'est l'espace virtuel où la notation se va ancrer. Et donc, c'est une sub-unité de le manifeste. Et enfin, on a la Web Annotation Data Model, qui c'est le standard pour annoter les ressources sur le web. Et donc, en effet, c'est la formalisation de la conception de l'annotation que j'avais prévue, que j'avais montré avant. Donc, il y a un body, que c'est le contenu, et un target, donc l'objet annoté. Et donc, comme j'ai expliqué avant, une annotation d'ekphrasis relie un commentaire rhétorique, que c'est un body, en usant de facsimile de l'image en 3IF. Donc, c'est les targets sous les canvas, par exemple. Donc, ça sont tous les outils, les protocoles et les ontologies que nous avons déjà développés dans la communauté des sémantiques web. Mais la défi, c'était de les connecter pour arriver à décrire les relations intermédiaires et les relations entre texte et image, notamment le cas de l'ekphrasis. Et donc, pour faire ça, j'avais choisi un étude de cas. Et désolée, c'est pas le. Ok, donc. La première, c'est que dans l'environnement numérique, le texte et l'image coexistent dans le même espace. Les facsimiles, les transcriptions et les productions d'œuvres sont tous accessibles dans un même environnement. Les interfaces créent des espaces où on peut en même temps lire et voir. Mais le point, c'est que le numérique ne fait pas que reproduire les objets numériques, il change les conditions même de leur étude, comme j'ai dit dans l'introduction. Donc l'ekphrasis qui relie structurellement la parole et l'image est donc un cas idéal pour tester comment les web sémantiques et la notation numérique peuvent formaliser les relations entre médias. Et donc, en partant de ces bases théoriques et techniques que j'ai montrées, j'ai voulu créer un modèle formel, une ontologie pour représenter l'ekphrasis et l'intermédialité dans le numérique à partir, comme j'ai dit, d'un cas d'étude, que c'est le cas d'étude de Giuseppe Raimondi. C'est un intellectuel bolognaise de la première moitié de le XXe siècle. Il était un écrivain et un critique d'art en même temps. Il avait beaucoup de relations avec des intellectuels très importants, donc Apollinaire, Sandrard, mais Giuseppe Ungaretti, qui c'était un écrivain très important en Italie, mais aussi Roberto Longhi, Giorgio Morandi, l'artiste Giorgio Morandi. Donc il était vraiment connecté et lié à le monde artistique. Donc ces ekphasis sont vraiment liés à la pratique réelle de l'art. Et donc, il a cette archive qui préserve 460 unités des cahiers manuscrits qui contient des textes, des brouillons des romans, des nouvelles, mais aussi des articles de critique d'art. Et ça, c'est la partie que j'ai choisi de modéliser, d'étudier pour arriver à créer les modèles sémantiques.
Et en effet, ça c'est un point pour avoir choisi le cas d'étude. Et l'autre point, c'était très important d'avoir déjà les manifestes de les cahiers. Donc, c'était déjà important d'avoir la numérisation des ressources. Donc, c'était important pour moi d'avoir aussi déjà les standards que j'avais déjà montrés avant. Donc, dans la bibliothèque numérique de l'Université de Bologne, qui s'appelle FICLIT Digital Library, il y a les carnets numérisés et diffusés comme manifeste 3IF. Et ça, c'est un exemple d'un cahier. Et chaque cahier est un manifeste avec les facsimiles numériques, donc les images numériques et les métadonnées associées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un workflow pour, en effet, transcrire les textes, parce que c'est vrai que ça sont des textes, mais sont sous forme d'images. Donc, pour arriver à extraire, en effet, l'ekphrasis, c'était important au début transcrire les textes manuscrits, et puis relier les textes transcrits à le facsimile numérique. Donc, sélectionner les passages erphasiques dans les textes, annoter texte et images. En effet, j'ai pas écrit, mais j'ai lu tous les erphasis et j'ai identifié tous les œuvres qu'il était en train de décrire, et donc j'ai identifié entre l'espace numérique des autres manifestes manifestes 3IF représentant l'œuvre d'art, et notamment à partir de Wikimedia, que c'était très important pour moi, parce qu'un autre problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de collections numériques des images diffusées par l'institution principale. Donc, le problème, c'était de réutiliser cette image qui sont pas vraiment encore en 3IF. Donc, j'ai fait cette petite truc de transformer les images avec cet outil mis à disposition par Wikimedia en image 3IF. Donc, j'avais le corpus total de le dataset, c'est devenu en effet le texte lié à ce type des images. Et donc, j'ai enrichi sémantiquement à travers les modèles que je vous vais montrer après. Et donc, j'ai fait la conversion en RDF, donc entre les triplets que j'avais montrés avant, pour faire comprendre à la machine la structure des données que j'avais créées. Et donc, j'ai créé la base de données pour l'interroger, pour récupérer des informations. Donc, ça c'est enfin un exemple de ekphasis en action. Et ça c'est un des ekphasis qui Giuseppe Raimondi va faire sur il fait sur la Mademoiselle Rivière. Et il dit que il y a je ne sais pas si vous savez l'italien, je ne crois pas. Ok, je crois que j'ai la traduction de quelque part. Ok, donc, en effet, j'ai marqué les trois modalités rhétoriques dans les textes. Donc, en jaune, il y a la dénotation. Il va dire qu'il va nommer un élément visible de portée qui sont les longues gantes. Et en bleu, la dynamisation. Donc, Raimondi donne un mouvement à les boas, que c'est le vêtement que la princesse a autour
autour. Et donc, il anime en détail un effet statique, parce qu'il veut dire que c'est comme un serpent qu'il va se mouver autour de la figure de la princesse. Et ça, c'est donc un exemple de dynamisation. Et enfin, il va dire qu'il y a une intégration, parce que Raimondi introduit une référence à le mythe de Leda, et notamment à l'échigne de Leda, qui est déjà noté en relation avec l'œuvre de la sculpture de Bartolomeo Mannati, qui c'est une sculpture en Florence. Mais ça, c'était mon personnelle interprétation. Mais à travers la notation, j'ai fait ce lien entre le texte de Raimondi qui m'a recueilli cette œuvre. Et donc, j'ai fait un lien entre, en effet, un texte et deux images. Donc, on peut voir que l'ekphasis peut devenir vraiment compliqué. Donc ça, c'est enfin la présentation des modèles qui s'appelle Interim, et donc en anglais Intermediate Image Text Model. C'est un modèle conceptuel qui utilise et réutilise les standards existants. D'une partie, les standards conceptuels, donc les ontologies comme CIDOC, CRM, et de l'autre côté, les standards plus techniques comme les Web Annotation Data Model et les 3IF, pour représenter les relations intermédiaires en général et le lien ekphrasique entre les textes et l'image. Et donc, c'est composé de trois couches. La première couche sont les relations intermédiaires. Donc, il va décrire au début les relations entre médias comme des objets de première classe, donc les typologies des relations intermédiaires, la direction entre la relation entre les médias et l'analyse de ce type de relation. La deuxième couche, c'est notamment sur l'ekphasis d'un point de vue conceptuel. Donc, décrire l'ekphasis comme un particulier phénomène qui va relier le référent textuel et les référents iconiques. Et enfin, la troisième couche, c'est sur la notation sémantique. Donc, comment utiliser la notation sémantique en tant qu'acte interprétatif pour annoter les textes et l'image en même temps dans l'espace numérique. Donc, ça, c'est comment on va visualiser les modèles pour, à travers l'aide de cette software utile pour la représentation des ontologies dans les sémantiques web. Je vous vais expliquer et guider pour voir et pour comprendre mieux l'image. Mais il y a 4 principes clés. Donc, au centre de la composition, vous pouvez voir qu'il y a une classe. La première, pour dire ça, c'est qu'en ontologie, se compose des classes qui sont représentées en jaune, dans les box jaunes, et le prédicat et les relations entre les classes qui sont représentées par les flèches. Donc, on peut représenter les relations intermédiaires comme en classe qui se trouve dans le centre des modèles. Il est spécifié par différents types de relations. Ça, c'est toute la théorie d'Irina Rajewski qu'elle a étudiée
mais ça, c'est pas important maintenant. Donc, on peut dire que la relation intermédiaire produit un objet. En effet, il se va instancier dedans un objet intermédiaire et qui sera dans la deuxième couche sera en effet l'ekphasis, qui c'est un objet intermédiaire. Et on peut dire que la relation intermédiaire a deux médias dans la relation, donc les sources medium à gauche et le target medium à droite, qui sont les deux médias qui sont mis en relation par la relation intermédiaire. Dans les cas de l'ekphasis, sont les textes et l'image. Dans la deuxième couche, il y a, donc comme j'ai dit, l'ekphasis c'est considéré comme un objet intermédiaire qui relie spécifiquement un référent textuel et un référent iconique qui sont exprimés avec la réutilisation des deux ontologies, de l'ontologie de l'RMOO, que c'est une ontologie qui reste à un niveau plutôt conceptuel. Et donc, j'ai exprimé aussi la possibilité d'avoir, par exemple, des ekphasis mimétiques ou des ekphasis notionnels, en tant que, par exemple, le référent iconique, c'est présent ou c'est pas présent. Donc, dans le cas de l'ekphasis notionnelle, les références textuelles, c'est toujours présente parce qu'on va toujours lire le texte de l'ekphasis, mais on ne peut pas savoir, par exemple, s'il y a, c'était créé par une image réelle ou une image imaginée. Et donc, on peut les spécifier à travers un LRMOO work, que c'est les concepts plus hauts de la formalisation. Mais ce qui est important ici, c'est que l'ekphasis a toujours un auteur, donc que c'est en personne qu'on peut spécifier. Et c'est lié à le SIDOC-CRM, et c'est été défini comme un linguistic object. Et une autre partie importante, c'est de voir l'ekphasis comme en collection, parce que ça, c'est qui me permet d'aller à la troisième couche, donc de spécifier l'ekphasis comme une collection d'annotations, comme j'avais dit avant. Donc, de voir que l'ekphasis se compose de différentes modalités rhétoriques qui vont être liées à les objets et les détails de l'image. Et donc, dans la troisième couche, ça c'est la partie plus compliquée, parce que c'est la partie qui va intégrer aussi les protocoles techniques, donc le 3IF et le Web Annotation Data Model. En effet, vous pouvez voir qu'il y a en cet cas juste une annotation pour exprimer tous les types d'annotations qu'on peut faire pour analyser l'ekphasis. Mais l'annotation, c'est une annotation qui a en effet deux targets, parce que un target, c'est sur les textes, et cette couche en bleu, c'est les textes, et l'autre target, c'est sur l'image. Donc, l'image que l'ekphasis va référer, et c'est sur la couche verte. Et en effet, il y a aussi l'encore, que c'est l'objet conceptuel que j'avais expliqué en avant, qui sert à colmer les déficits sémantiques. Donc, pour les targets, on peut dire que le target sert à ancrer
l'annotation à la structure informative des textes dans le numérique et de l'image dans le numérique. Mais ça, comme j'avais dit, sont seulement des pixels et des bits qui sont pas vraiment, qui n'ont pas de sens. Donc, pour avoir des sens, j'ai introduit le concept de l'encore, c'est un concept qui permet de lier l'annotation à la conception de l'annotation que l'interprète a quand il va annoter et quand il va, par exemple, spécifier un sujet iconographique qu'il va rencontrer dans les textes et en même temps dans l'image. Pour faire un exemple avec les Mademoiselles Rivière, par exemple, on peut dire que le target sont d'une partie les textes qu'on a lus en italien et l'autre target c'est l'image en 3F représentant la Mademoiselle Rivière. Mais l'encore de cette annotation, par exemple, si je veux par exemple annoter les boas, qu'il va faire tous les mouvements autour des sujets de la princesse. Je peux dire, par exemple, que l'encore, c'est en effet le vêtement, donc que je vais penser à cet élément iconographique de le vêtement. Et donc, en ce cas, la machine peut comprendre que cette partie de l'image, cette partie de la texte, se réfère à ce concept de le vêtement. Et ici, en bas, on peut voir que la notation donc, sert pour exprimer la modalité phrastique. Et donc, on peut la utiliser pour, par exemple, dire qu'il y a une dénotation, une dynamisation, une intégration dans les textes. Et enfin, j'avais créé un lien entre la notation et l'acte interprétatif. Donc, j'avais explicité qu'en annotation, c'est un acte interprétatif parce que dans les modèles de Web Annotation Data Model, il n'y a pas ce type de réflexion conceptuelle sur l'annotation. Ça sert juste à faire un lien entre les sources encore une fois techniques, mais c'est pas vraiment spécifié que c'est une interprétation, un acte interprétatif fait, et donc que sont des données des recherches très importantes de les réutiliser et les modéliser. Donc ça c'est l'architecture complète de le modèle, que c'est un peu gros. Et je crois qu'on peut arriver à la fin. Et dans les résultats, je crois que les modèles me permettent d'identifier, comme j'ai dit, les modalités rhétoriques, mais aussi la couche technique et la couche conceptuelle. Donc relier le texte et l'image dans le numérique. Et voilà. Et enfin, un autre résultat que pour moi c'était très important, c'est l'intégration de le 3IF intérim dans le manifeste, parce que le manifeste 3IF devient un objet numérique, comme j'avais dit, et comme j'ai eu l'opportunité de réfléchir avec les SNR, devient un manifeste éditorial complète qui va structurer des données. Et donc, on peut penser de lier cette annotation structurée à le manifeste. Et en ce cas, il devient, comme Jean-Christophe l'a bien dit, en base de données qui peut être interrogée. Et dans mon cas, par exemple, j'ai amplié les contextes de la notation. Donc, je peux ajouter toutes les classes et les propriétés et les relations de l'ontologie dans le contexte et j'ai créé cette nouveau objet. Mais il y a des problèmes parce que notamment surtout sous la technique et les outils, par exemple les outils d'injection sont insuffisants
l'intégration de le 3IF, c'est fragile et c'est pas possible de, en effet, visionner les manifestes intégrés avec les données structurées. Donc, c'était un peu difficile enfant parce que j'avais toutes les données, toute la base de données que je pouvais interroger, mais je n'avais pas les vrais manifestes finaux où je pouvais voir les vrais liens entre le texte et entre l'image. Et c'est pour ça qu'on a pensé à créer un petit annotateur pour visualiser le lien entre le texte et entre l'image. Et j'espère qu'avec cet exemple-là, sera un peu plus clair tous les discours que j'avais faits jusqu'ici. Et donc la possibilité d'avoir d'une partie la transcription, les facsimiles des manifestes 3IF et les facsimiles des manifestes 3IF de l'image, et donc liés par des propriétés, comme j'ai dit, la dynamisation, l'intégration et la dénotation, relier tous les couches ensemble. Et donc, je crois que la notation sémantique peut capturer la complexité des relations intermédiaires dans l'environnement numérique à condition de modéliser l'interprétation du chercheur. En effet, je crois que les modèles intérim, c'est un peu complexe, enfin, mais c'était modélisé aussi avec l'idée de se relier à toutes les ontologies déjà présentes et toutes les couches aussi techniques déjà présentes dans l'environnement numérique. Et je crois que la direction de l'intégration des données dans le manifeste 3IF, c'est la direction plus importante maintenant, parce que on a vraiment beaucoup de bibliothèques numériques avec des manifestes 3IF qui sont seulement visualisés, mais la possibilité de l'annoter et de l'ancrer les données peut être vraiment riche pour tous les chercheurs qui vont réutiliser ce type d'objet numérique. Et donc, ça c'est une petite biographie essentielle, si vous voulez voir les slides finales. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je fais passer la petite feuille que j'ai oublié de faire passer pour les présents. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que oui. Federico, une précision. Avant de commencer avec les remerciements et les questions, une précision administrative parce que je ne veux pas avoir de problèmes avec la Commission européenne. Je t'avais fourni une mauvaise, alors que l'intervention est captée, Maria Francesca Bo, qui a été à l'INHA sur un financement européen, mais qui est dans le cadre du plan national de résilience et de renaissance et pas dans le cadre d'un Erasmus+, parce que c'est incompatible avec ces financements. Donc il faut les préciser. D'un point de vue légal, c'est important. Et ensuite, oui, j'en profite aussi pour remercier Maria Francesca pour cette intervention qui montre encore un aspect nouveau de la notation, ce concept polysémique. On l'a vu tout au long de ces séminaires, c'est déjà la 3e séance. On a encore une nouvelle vision de la notation. Ça commence à devenir vraiment un élément central du numérique. La notation, tu as commencé en disant que tu l'as pas utilisé dans les cadres de l'intelligence artificielle, mais on la trouve dans l'intelligence artificielle, on la trouve dans les 3IF. Toi, tu l'utilises comme élément sémantique. J'ai une question assez technique, tu as le droit de ne pas répondre. Est-ce que tu as essayé, une fois que tu as constitué ton knowledge graph, ta base de connaissances, etc., de l'intégrer dans un entrepôt RDF pour quand même l'interroger
part du SparkQL. Oui. Je sais que le but est d'avoir un outil, une interface humaine pour qu'on puisse l'interroger par les visuels, mais est-ce que tu as pu les tester dans le cadre vraiment d'un environnement sémantique? Oui. Bien sûr, c'était un point fondamental de la validation des modèles, en effet. Donc, j'ai créé toute la base de données et puis la base s'était chargée sur BlazeGraph. Et donc, j'ai interrogé avec les SparkQL et ça marche. Comme j'ai dit, les données sont tout là. Donc, en total, le corpus se constitue de 136 ekphasis, mais je n'avais pas considéré tous les cahiers, donc je crois qu'il y a beaucoup plus. Mais comme j'ai dit, j'ai juste utilisé les cahiers qui sont déjà numérisés parce que ça, c'était un point important pour les modèles. Donc, c'était important d'avoir déjà les manifestes 3IF. Mais en général, les corpus se composent de 136 ekphasis. Les SparkQL fonctionnent, mais c'était intéressant de voir, par exemple, que c'était en base de données créée des ekphasis faits par un seul auteur, par exemple, ou un seul annotateur, que c'était moi. Donc, en notre développement, peut-être, et je crois que je vais travailler un peu sur ça, d'intégrer la base de données avec des autres auteurs d'ekphasis, des autres œuvres, des autres annotateurs, et pour voir aussi des autres points de vue de recherche sous l'ekphasis, parce que je crois que j'ai un peu de connaissance de la discipline de l'histoire de l'art, mais je suis seule et c'est pas vraiment très scientifique, mais oui, et donc je l'ai testé. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Je trouve que ça pose un cadre intellectuel extrêmement solide et ça permet d'imaginer des développements sans fin. Et alors moi, ça me faisait vraiment penser à ce roman extraordinaire de Mario Prats, La Casa de la Vita. Et je me demandais, est-ce que tu pourrais modéliser La Casa de la Vita avec cet appartement qui fourmille d'objets, où chaque objet raconte une histoire, où il y a des provenances, un lien de Mario Prats avec cet objet. Là, ça sera peut-être difficile, mais en tout cas, un livre assez gros qui se dévore parce qu'on passe justement d'une ekphrasis à une autre où il n'y a aucune illustration et on imagine ces objets comme ça. Et quand on va à Rome, on peut visiter cet appartement en réservant à l'avance par petits groupes. Et on peut voir cet appartement qui a suscité ce livre. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très intéressant. En effet, j'ai déjà travaillé non sur Mario Prats, mais sur un autre auteur c'est Edoardo Sanguinetti, qui c'est un écrivain italien, qui a composé un roman, plein d'ekphrasis. Mais il n'y a pas des images, et donc il y avait déjà des interprétations des chercheurs qui ont essayé de trouver les liens entre le texte qu'il a écrit et l'œuvre qu'il a référencée. Mais le fait, c'est que il va référencer souvent des objets culturels des années 60, des années 60 du XXe siècle. Et donc, c'est un peu presque le cas de Mario Prats, parce que la période culturelle offre des objets visuels qui sont vraiment pas
très facile à modéliser par comment, par exemple, en peinture, des encres, des choses comme ça. Et donc, ouais, c'était intéressant parce qu'il y avait, par exemple, de collage. Et donc, dans la modélisation de cette œuvre de Sanguinetti, j'ai, par exemple, utilisé un peu la couche de l'ekphasis, comme j'ai expliqué, mais j'ai utilisé aussi la couche des relations intermédiaires en général, où par exemple on peut voir différents types de relations intermédiaires dans le collage. Par exemple, il y a Irina Radzewski appelle media composition, donc en composition des médias dans un même objet. Mais il n'y a pas en évocation, l'objet culturel, c'est pas évoqué comme le texte évoque l'image, par exemple dans le cas de l'ekphasis, mais il est présent en même temps dans le même objet que c'est le collage. Donc ça, c'est un autre développement des modèles. Mais c'est pour répondre enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas très intéressants et très complexes, des relations entre texte et entre l'image, entre descriptions. Par exemple, on va penser pour le cas des catalogues ou des catalogues de l'historien de l'art qui décrit tout le patrimoine d'un musée, des choses comme ça. On peut essayer de penser ça comme deux types d'ekphasis critiques, descriptions qui vont relier le texte à l'image pour identifier l'image ou retrouver une image qui s'était perdue ou choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais merci, j'irai à voir en Rome. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent. Il y en a une sur le statut en termes de droit d'auteur autour de ce travail, parce que oui. Est-ce qu'on considère que les annotations que tu produis sont une interprétation du texte et donc c'est ton auctorialité, ou est-ce qu'on pourrait considérer que l'interprétation que tu fais de l'extrait de l'auteur est une édition de son texte, et auquel cas on peut vite se retrouver, quand on travaille sur des auteurs du XXe, face à des problématiques de droit d'auteur, de droit moral. Et je trouve que cette question un peu qui n'est pas centrale pour la recherche scientifique quand on l'amène en thèse, est quand même assez fertile pour penser à la nature de ces objets. Pardon, je me suis... Oui. Je vais partir dans la dernière question sur les droits. Ouais. Parce que c'est lié encore une fois à le cas de Sanguinetti, parce que c'est un texte qui est encore sous droite. Donc, c'est l'utilisation des web sémantiques et donc de l'extrait des données dans les textes et donc des spécificités de les textes a permis de connaître l'œuvre textuelle, mais à partir des données extraites. Donc, tu ne peux pas publier, par exemple, tous les textes entiers, mais tu peux, par exemple, extraire les données, modéliser les données, expliquer les données, commenter les données avec l'interprétation de la notation, par exemple, et tu les peux publier. Et ça, c'est une autre modalité de raconter, de connaître des œuvres sous droit. C'est vrai que c'est la même chose pour l'image, par exemple, parce que pour l'image de l'art contemporain, c'était un problème, ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des identifiants persistants pour dire ça, c'est un concept qui existe, ça, c'est un objet qui existe, mais on ne peut pas le visualiser encore parce que c'est sur les droits. Mais enfin, on peut au moins indiquer qu'il existe.
Et donc, et sur la question sur l'interprétation, ça c'est très intéressant pour moi et j'avais pas le temps pour expliquer, mais je crois qu'il y a deux niveaux d'interprétation. Donc, le premier niveau, c'est l'interprétation de l'auteur de l'ekphrasis qu'il va décrire l'objet visuel. Et donc, il va faire une première interprétation de l'objet. Ensuite, il y a l'interprétation de l'annotateur qu'il va extraire, encore une fois, les modalités rhétoriques. Et donc, il va analyser l'interprétation de l'auteur sur l'image. Et donc, oui, peut-être que ça, c'est une pratique éditoriale, en effet. Je crois que peut-être modélisée comme une pratique éditoriale dans une chaîne éditoriale. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si, je crois qu'on aura beaucoup de choses à continuer à discuter là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou est-ce que je peux encore en poser deux? Là, tu as pensé ton modèle comme un modèle de traduction, de transcription du texte dans le modèle sémantique, mais est-ce que d'une ekphrasis existante. Mais est-ce que tu penses qu'avec ton outil, on pourrait produire une ekphrasis en annotant? Ou est-ce que ça... Est-ce que le... Ouais. Ok. Je suis en train de réfléchir. L'ekphrasis qui serait dans notre tête. Est-ce que l'historien de l'art peut utiliser l'outil pour produire une ekphrasis? Mais je crois que ce n'est pas vraiment le point de produire une ekphrasis, mais le point c'est d'extraire des détails ou des descriptions qui peuvent être utilisées pour identifier par exemple des œuvres, comme j'ai dit avant, qui sont perdues, qui sont pas encore été découvertes, ou par exemple je crois que la partie plus intéressante c'est de comparer les différentes ekphrasis sur la même œuvre, par exemple. Donc pour voir quel type de regard on a sur l'œuvre à partir des différentes, par exemple, périodes, des différents regards. Je ne sais pas si Federico elle veut dire. C'est le moment autopromotion parce que si on souhaite mettre à disposition des experts littéraires et des historiens de l'art un outil qui permet par contre de construire l'ekphrasis et donc la notation associée, il y aurait des plateformes comme Pervisum qui permettraient de les faire, donc éditorialisant l'interprétation et donc la description. Ce qui serait intéressant, c'est de faire ensuite le travail à l'envers, donc modéliser la sortie éditoriale de Pervisum à travers les prismes du modèle de Maria Francesca, donc encore sémantiser la sortie éditoriale d'une interprétation d'image par la notation visuelle pour la réintégrer. Mais bon, on rentre dans une boucle un peu... Je crois par exemple que j'avais dit au début, je n'ai pas travaillé sur l'IA. Mais par exemple, je crois qu'on peut utiliser cette donnée extrait, par exemple, pour demander à l'IA d'être entraîné pour comparer plusieurs descriptions à partir des détails qu'on a extraits par les textes et par les images. Donc ça peut être un autre développement. C'est intéressant. Et j'ai une question de curiosité sur l'enquête que tu as menée et qui va faire la question que Pierre voulait que je pose à la fin des sessions. Donc, dans ton enquête, tu as demandé à des historiens et historiennes de l'art plutôt autour de l'INHA et autour de l'INHA de parler de leur pratique d'annotation, mais comment ils ont défini le terme d'annotation
Parce que pour moi, alors quand on navigue dans le numérique, la notation, ça a un sens numérique de oui, j'annote mon PDF, j'annote mon image. Mais est-ce que est-ce que tu sais comment eux l'ont défini dans l'enquête quand tu dis annotation, à quoi ils pensent précisément comme geste? Au début, j'avais défini pour elle. donc, j'avais dit la notation, c'est un acte qui va allier deux couches d'informations entre elles, qui signifie qu'il y a un certain sens qui est utilisé. J'ai défini beaucoup la notation et j'ai plutôt demandé, tu es d'accord avec cette définition? Qu'est-ce que tu penses de la notation comme acte interprétatif? Qu'est-ce que tu penses pour la notation comme... c'est la même chose entre l'espace analogique et l'espace numérique. J'ai fait plutôt des questions, comment dire... très fermé, ouais, c'est très fermé. Mais là, en général, j'avais vu des réponses très positives sur l'idée que j'avais déjà sur la notation. Et donc, je crois que c'est une question que c'est vraiment clair à les chercheurs, qu'est-ce qu'elle est la notation. Mais le problème, c'est quel type des outils et des données ils peuvent utiliser pour créer cette annotation, pour partager aussi l'annotation. On a demandé s'ils aiment ou n'aiment pas partager l'annotation, donc en tant que donner des recherches. Et plus ou moins, l'idée c'est, ok, on est d'accord de partager notre information, plus ou moins. Parce que je me demande toujours, dans les usages de l'image, si les historiens et historiennes de l'art prennent corps avec l'image, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'ils écrivent sur des reproductions, que ce soit numérique ou papier? Est-ce qu'ils découpent? Moi, par exemple, j'ai une pratique de la capture d'écran. Quand je peux pas prendre... quand je peux pas annoter l'outil, de faire une capture d'écran et de le coller dans mon document, ce qui pour moi est une forme d'annotation. Oui. Ça c'est par exemple c'était un autre résultat de l'annotation. J'avais demandé exactement ça. Donc, quelle est la pratique que vous faites toujours sur l'image? Sur la notation numérique. Et oui, il y avait beaucoup de chercheurs qui utilisent le PowerPoint, le screenshot, ou par exemple, ils font des photocopies et ils vont imprimer, ils font des fichiers avec les images imprimées par la numérique imprimée et pour l'utiliser en analogique. Et donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non. Eh bien... Alors, c'est l'heure il est 31, donc c'est parfait. C'est l'heure de la fin de la séance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était vraiment très, très intéressant. Merci.